Bonjour, merci d'être présent. Je suis Grace Boyle et je suis directrice de The Phillies et voici Charles Michel qui a conçu l'expérience à laquelle vous avez peut-être pris part dehors. Donc on va commencer avec l'idée que, comme l'a dit Nietzsche, tout ce qui est crédible, tout ce qui est relatif à la conscience, toutes les preuves de vérité viennent seulement de nos sens. Il nous a paru intéressant que le cinéma a commencé il y a environ 100 ans, seulement avec des images qui bougeaient. C'était que visuel. Ensuite, il y a eu le son, d'abord la musique, ensuite il y a eu des voix qui sont arrivées, ensuite il y a eu des sons atmosphériques, et pendant 100 ans, la technologie a continué à évoluer, et tout est devenu plus beau au niveau des sons, au niveau des images, mais on est resté avec ces deux sens-là. Mais la réalité, dans la réalité, voilà, c'est quelque chose que nous percevons avec tous nos sens. Donc la définition scientifique de la réalité, c'est une expérience unifiée qui se passe dans le cerveau, mais avec des informations qui nous arrivent au travers de notre système nerveux et qui est intégrée. Cette information vient de tous nos sens. Il n'y a pas de réalité sans que tous les sens soient inclus. Donc si nous parlons de réalité virtuelle, ça ne peut être que totalement réel si tous nos sens sont impliqués. Et on est parti de là, on est parti de cela, on s'est dit voilà, on va s'attacher à regarder ça. Tant Grace que moi, quand elle est venue à l'université d'Oxford et qu'elle nous a parlé, nous faisions des recherches. Alors, est-ce que c'est dans Brave New World, au XXIe siècle, il y a un petit paragraphe. Il y a un couple qui sort ensemble et il y a quelque chose devant eux, il y a des images et ils ont en fait des boutons auxquels ils touchent qui sont sur leur siège, ils touchent ça et ça transmet d'autres sentiments. Donc c'est comme on avait des visuels comme Charles l'a dit, ensuite on a ajouté de l'audio et maintenant c'est quelque chose où on va au-delà de ça. Donc ça c'est resté présent dans mon esprit toujours et je travaillais pour un festival à l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait et moi j'ai dit, je veux voir des Phillies, je veux qu'on ressente les choses. Donc on a trouvé des contenus de réalité virtuelle. Donc il y avait à New York une société avec laquelle on a trouvé et puis on a ajouté les autres sens. Voilà, donc je savais que ce qu'on avait, si on avait pour un contenu VR, il ne nous fallait pas seulement ajouter des sens, mais vraiment traiter les sens comme un média en eux-mêmes. Donc c'est là que j'ai rencontré Charles à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, qui s'appelle Crossmodal Research Lab, et j'ai parlé à Charles, et Charles faisait des recherches à ce moment-là, et lui m'a présenté à Najib, que vous voyez là, et on est allé vraiment au magasin qui vend des choses pour faire du bricolage, et juste à côté, on a acheté différentes choses, mais il y a eu beaucoup de succès, et ça a vraiment touché les gens, et immédiatement, au lieu d'avoir seulement un contenu audiovisuel, on ajoute d'autres sens, rétrospectivement, ce qu'il nous faut faire plutôt que ça, c'est vraiment créer du contenu qui soit multisensoriel dès le début de sa conception. On a commencé on a commencé à regarder ce qui existait au niveau des recherches. Il y avait un papier, une étude qui nous disait que pour augmenter le sens de présence, d'être quelque part, le cerveau a vraiment besoin de toucher et de sentir l'odorat en particulier. C'est vraiment lié à des parties très primaires du cerveau. C'est vraiment connecté avec les souvenirs et les mémoires, et ça vraiment, ça a un impact qui est vraiment très profond, qui crée des émotions. Et bien sûr, le toucher aussi, c'est ce qui fait que les choses sont vraies dans le monde, plus encore que la vision. Lorsque l'on touche quelque chose, être quelque part, bien sûr, il y a l'expérience d'ici, ça peut être la même pour tout le monde. La température
température ici, l'humidité, le taux d'humidité dans cette pièce. Donc il faut vraiment, la présence, c'est vraiment crucial, c'est vraiment cela qui est fondamental. C'est lié à ces deux sens, l'odorat et le toucher. Et une chose en particulier, c'est le toucher, ça augmente la cohésion sociale, ça crée des liens forts avec les gens, et en particulier par rapport à l'empathie, c'est très... Donc nous on appelle ça d'envers la machine à empathie. Avec le toucher, on s'est dit que voilà, c'est un nouveau médium avec lequel on peut raconter des histoires en réalité virtuelle, et voilà, on a compris que ce n'était pas si difficile à stimuler en plus de la vision et de l'audio. Donc on a des outils pour raconter des histoires de façon audiovisuelle. Il y a beaucoup de casques VR, mais il n'y a pas vraiment de casque pour le multisensoriel. Donc on s'est dit il fallait vraiment qu'on crée l'appareil. Et voici des sketchs qu'on a fait. On a travaillé avec un designer qui s'appelle Mike Tilty. Il travaille dans le film, le théâtre également. Il a travaillé sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012, et on a travaillé avec lui, mais on avait vraiment un espace 360 degrés, un canevas blanc, et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelle fonctionnalité est-ce que cet endroit devrait avoir, et voilà, c'est ce qui apparaît ici. Donc voici l'expérience dans laquelle on s'est lancé. Ça a été présenté à des festivals, ça s'appelle Munduruku, c'est le combat pour défendre le cœur de l'Amazone. Donc c'est fait avec différentes organisations, Alchemy VR, Greenpeace également, et nous, The Phillies. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes, les indigènes, tant brésiliens qu'amazoniens. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec eux? Voici le Brésil, là, que vous voyez. Voilà, ça c'est près du Brésil. Donc voici Soré Mubu, le village où on était allé, où nous sommes allés. C'est un peuple qui est sur la rivière Tributus. Il y a seulement 13 000 personnes, et il y a 13 ans, ils ont dit à Greenpeace, est-ce que vous pouvez nous aider, parce que nous on aimerait pouvoir vraiment à délimiter nos terres ancestrales pour pouvoir résister aux grands projets d'industrialisation. Greenpeace, c'est une organisation environnementale bien sûr, mais ils reconnaissent également qu'une des façons la meilleure de protéger les endroits, les espaces naturels, c'est de donner le pouvoir, la responsabilité, l'autonomie aux peuples indigènes. Donc eux, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années avant que nous soyons impliqués. Voici les Munduruku, et ici il y a deux signes derrière, un en portugais à gauche qui dit que c'est un endroit protégé, et à droite c'est dans leur langue à eux, et c'est un peuple de guerriers. Et donc l'expérience, on a eu, ils disent voilà, c'est une guerre, mais pas une guerre de old school, mais c'est une guerre de papier, de documents, et de plus en plus maintenant au travers du monde, on trouve que quand les indigènes sont impliqués pour la démarcation de leur territoire, c'est conçu par une culture qui n'est pas la culture qui va s'en souvenir. Donc des collaborations peuvent aider au travers du monde, et l'objectif de cette expérience, c'était vraiment toujours d'amplifier l'histoire qu'ils avaient à raconter, et de vraiment aider à construire ce pont d'empathie et de compréhension, afin que nous puissions soutenir cette tribu pour protéger la forêt et de fait nous protéger notre climat. Donc ce qui est devenu intéressant, c'est que nous sommes allés dans l'Amazone avec l'idée de créer une expérience multisensorielle. Donc le nouveau médium, le nouveau format auquel nous pensions, que nous envisagions, cette bulle dans laquelle nous pourrions avoir tous les sens de l'être humain. Nous sommes allés avec qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire. Ça ne va pas être seulement au travers d'une caméra ou au travers d'un microphone qui prend les sons. Il nous faut capturer plus d'informations encore. Donc c'est devenu un défi non seulement que de décrire l'histoire, d'écrire avec la tribu, parce qu'eux, ils sont arrivés avec leurs idées. Donc, c'est devenu encore plus puissant comme expérience, en ce sens que nous essayons de recueillir les informations qui émanaient de leurs expériences, mais en même temps, nous essayons de comprendre et de vraiment mettre en place une cartographie de l'expérience sensorielle d'être sur place. Donc, c'était écrit d'abord, et ensuite, nous avons capté, ensuite, nous avons filmé, ensuite,
ensuite nous avons eu des performances, la performance, la façon dont la performance est donnée est fondamentale. Et je crois qu'il me semble pour nous, du moins, que c'est quelque chose de très intéressant. C'est intéressant comme point de départ de vraiment pouvoir se dire que la qualité de ce que nous livrons, la façon dont nous livrons le contenu ne peut pas être aussi puissant que la qualité du contenu lui-même. Parce que bien sûr, bien entendu, on pense souvent au contenu et quelles histoires nous pouvons raconter, mais rarement à la façon dont nous livrons ces histoires. Et là, ça devient une forme artistique en ce sens, parce qu'en fait, nous dansons autour de celui qui regarde pour vraiment créer ces messages puissants que nous savons, d'après nos recherches, peuvent, quelques-uns de ces éléments sensoriels peuvent accroître la façon dont les gens, ce qu'ils ressentent, leurs émotions. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de vraiment développer ces trois choses, comment ça peut fonctionner le médium multisensoriel. Donc si on regarde rapidement comment ça s'est passé, donc l'écriture et pour filmer ces histoires. Avant, j'ai travaillé chez Greenpeace et j'ai travaillé avec les histoires racontées. Donc on s'est dit, voilà, c'est une arche qui pourrait être une bonne façon de commencer à raconter une histoire multisensorielle avec comprendre comment tous les sens peuvent se rassembler pour créer un moment émotionnel qui soit cohérent. Donc voilà, voici le voyage. En fait, au début, on rencontre le village et la population, leurs aspects sociaux. Ensuite, on passe à la forêt, on comprend comment la beauté, la forêt tropicale amazonienne. Et ensuite, on apprend ce qu'il en est par rapport à la menace de destruction. Et ensuite, à la fin, ce qu'on veut arriver à faire, c'est inspirer les gens à prendre des actions pour se joindre à la population indigène. Donc c'est crucial de finir comme ça sur une note d'espoir. Voici notre Juarez, qui est votre hôte dans l'expérience. Et puis on avait 5 personnes qui nous aidaient à réaliser l'œuvre. Donc il y a le réalisateur, il y a moi, il y a le cadreur, et ensuite il y a une personne. Donc son boulot à lui, c'était de se promener, de sentir les choses. Et ensuite, quand il est revenu, il a pu être amené pour avoir des parfums qui font partie vraiment de l'histoire, pas seulement qu'il y avait une odeur, mais qui racontaient une histoire en elle-même. Voici donc, là c'est le travail terrible que moi j'avais, la cartographie, donc lorsque l'on filmait tout ce qui était visuel avec un Nokia Rosa et faisait tout ça, nous ce qu'on essayait de faire c'était de comprendre comment mettre en place une cartographie sensorielle d'un endroit et d'en ramener certains éléments et de les placer dans une histoire pour me raconter cette histoire au mieux au sens de quelqu'un d'autre qui est peut-être à 100 000 km de là. Et donc voilà, on prenait des sons, captait les sons. Ici, il y avait pas mal d'intensité. On enregistrait aussi les changements de température, le crépuscule, l'aurore, les différences. On mesurait les variations de vent également. Vous voyez que ça a été fait de façon très professionnelle. Lorsque l'on parlait en face d'orchestration sensorielle, donc il y a un mode de correspondance qui est traverse. Et donc la façon dont on apprend à utiliser la musique, ça peut être très émotif. Vous savez que si vous avez la bonne bande originale, ça peut amplifier ce qui est raconté visuellement. On pense que ça peut être jusqu'à 70-90%. Et si vous avez la mauvaise bande originale, celui qui regarde va être énervé. Voilà, c'est pas en phase avec l'histoire. Et il en est de même pour les autres sens, pour tous les autres sens. Et moi, ce que j'aime ici, voilà, vous voyez, c'est un vent qui est doux. Voilà, c'était au sommet d'une colline. Tout était plaisant. Ici, c'était un vent juste avant une tempête. Vous savez, lorsque vous êtes dans un climat tropical et qu'une tempête s'apprête à arriver, même si vous avez grandi dans un environnement urbain, il y a un message biologique derrière ça qui dit un avertissement, attention, quelque chose arrive, quelque chose de grand arrive, de puissant. Et donc ça, pour nous, ça a fait sens de vraiment mettre ça dans l'expérience pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, l'ambiance générale. Mais si vous regardez les formes, voilà, ça c'est en bas, c'est des avertissements, voilà, c'est des pics, au-dessus, ça ondule, c'est plus doux. Donc vous commencez à voir ces mixtures. Et moi, ce que je trouve fascinant à ce niveau-là, si je puis, c'est que l'action de capturer des données de la réalité de l'endroit où nous filmions, et ensuite avec le pod, nous pouvions ensuite rendre cette information et vraiment créer ce sentiment que vous êtes dans une réalité virtuelle.
Donc, ce que vous voyez ici maintenant, c'est l'odeur, l'arôme de la jungle. Et donc, voici les Najim qui lui a montré, qui lui a fait découvrir les odeurs de la jungle. Donc, voici, c'était pour résumer la jungle. C'est assez intéressant. Ben, il y a tellement qui est intéressant là-dedans, mais notamment, voilà, c'est la façon dont ça a été noté. Comment est-ce qu'on écrit les odeurs? Voilà, on connaît bien sûr les notes en musique, mais pour noter, pour avoir une notation de musique, moi je viens du milieu chimique, j'ai un master's, mais on faisait le même travail, mais voilà, moi j'ai dessiné beaucoup de graphes, je prenais des mesures. Najib a écrit un poème, voilà, avec, vous voyez ce diagramme merveilleux, et en haut c'est tout ce qu'on sentait, les arômes qu'il y avait dans l'air, au milieu c'est tout ce qui était au niveau du sol, et ensuite lorsqu'il creusait dans le sol et qu'il sortait la terre, voilà, des poignées de terre, voilà les odeurs qui arrivaient. Et à droite, on écrit la recette pour les parfums. Et donc, voici ici, ça ne changeait, ça n'a jamais changé. Mais c'est pas ça que vous sentez là tout de suite. Mais ce que moi je trouve vraiment intéressant à ce niveau-là, au niveau de l'odorat, des senteurs, c'est que il y a une approche plus directe pour créer les parfums, les fragrances, puisqu'on peut prendre des notes comme ça. Ici, c'est poétique. Voilà les molécules qui étaient là à ce moment-là, qui sont amenées là, qui apparaissent là. Et ici, c'est merveilleux qu'il appelle ça requiem pour manioc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un art pour la création de parfums qui donc peut venir ajouter encore à la puissance de tout ce qui est audiovisuel, de l'histoire audiovisuelle qui est racontée en réalité virtuelle. Et ensuite le deuxième parfum, la deuxième fragrance qui est en train de distribuer maintenant, voilà, c'est une approche différente. Voilà, on va montrer la diapositive. Voilà, c'est... Non. Voilà, celle-là. Donc, juste pour vous donner quelques exemples de quelques-uns des images qu'on avait, si vous pouvez entrer dans le pod, donc quand vous arrivez dans la jungle, donc la première chose que vous sentez, voilà, ça c'est ce que vous arrivez lorsque vous regardez cette scène-là, lorsque vous voyez cette scène. Donc, on a eu des entretiens avec les différentes personnes. Quelles sont vos mémoires, vos sensations lorsque vous venez ici? Et beaucoup de mémoires sensorielles sont arrivées sur le devant. Lorsqu'on a parlé à ces gens, ce qui était plus important, donc on a su que c'était important. Une des choses, c'est que lorsque l'on passe du village dans la forêt, vous remarquez que la température ça baisse et que l'humidité augmente. Et pour nous, c'est très important ça, parce que ça dit quelque chose par rapport à ce qu'est la forêt. La forêt crée donc cet écosystème autour d'elle-même. Il ne s'agit pas seulement d'arbres ou pas d'arbres. Et donc c'est ça qu'on veut montrer. Donc comment est-ce qu'on peut amener ça qu'on peut donner plus de cette émotion à quelqu'un qui est peut-être assis au centre de Londres ou de Paris, dans un environnement très différent. Lorsqu'on arrive dans la jungle pour une expérience, l'augmente. Il y a une augmentation de température et d'humidité, et donc on voulait voir ça, on voulait montrer ça également. Et il y a également cette vue d'abord, et donc il y a un changement d'atmosphère tout d'abord grâce à l'odeur. Et lorsqu'on pense au multisensoriel comme médium, on peut aussi se dire que voilà, ça apporte quelque chose à mesure que ce médium se développe. Donc on a les vibrations, les forêts vibrent, et donc on a pu ajouter ces effets. Et donc pour voir ce qui se passe dans la forêt et ces vibrations qui existent. Et donc j'utilise vraiment le pouvoir de sentir quelque chose et des odorats pour transmettre une émotion. C'est distress aussi. Et donc on a voilà, on se sent délaissé, on se sent il y a un problème. Lorsqu'on voit que la forêt est en danger, qu'on voit des arbres qui sont en train d'être abattus, et ce sentiment de désolation, on se sent vraiment désolé. C'est un parfum, mais qui n'est pas plaisant, c'est pas quelque chose que vous porteriez. Voilà, ça rappelle le CO2, le pétrole, la machine. Lorsque vous regardez ça et que vous le sentez en même temps, il y a cet aspect négatif, ce sentiment négatif, cette sensation négative. Et ça, c'est également transféré par rapport à ce que vous voyez. Et donc, le message est d'autant plus puissant. Donc, sur la première odeur, la jungle, les
les gens, voilà, ils se sentent présents, ils se sentent transportés dans le paysage. Et l'autre, ça crée quelque chose, une sorte d'angoisse, une sorte de réaction viscérale au fond de soi par rapport à ce qui est raconté, par ce qui est raconté au travers du médium audiovisuel. Et puis voilà, maintenant, pour ce qui est de la performance, donc là, vous avez peut-être vu ça dans le foyer, il y a quelque chose, et vous l'avez peut-être vu. Donc après les premiers sketchs, on a développé, voilà, Marc à droite et Chris à gauche, c'est le directeur artistique. Et donc ça, c'est vraiment, on a travaillé tard dans la nuit, on regardait là, on a retenu cette forme. Donc on s'est dit que voilà, il faut, la forme que vous avez là est modulaire, elle est arrivée à l'arrière d'une camionnette, et ensuite on va en Allemagne avec. Mais beaucoup le design autour de la technologie, c'est généralement pour les yeux et les oreilles, c'est généralement assez dur, assez rigide, assez noir. Donc il y a un manque d'empathie. Nous, on voulait qu'il y ait quelque chose de différent pour parler aux autres sens. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait introduire d'autres éléments de design. Donc ce que vous voyez ici, il y a beaucoup de courbes, et les couleurs. Voilà, on a travaillé sur les couleurs, et également le matériel, l'étoffe. Qu'on a utilisé, le matériel qu'on a été c'est une texture chaleureuse, et donc il y a un élément naturel parce qu'en général le hardware est assez divorcé de ce qu'on a, donc c'est une façon masculine de le faire. Ça aurait pu être un cube, mais nous on a pris une forme d'œuf, une forme ovoïde parce que c'est plus naturel, et ça montre également ce qui se passe tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà, ce qu'on a fait tout d'abord pour cette performance, c'est qu'on voulait créer une connexion entre des endroits ruraux et urbains au Brésil, parce qu'il y a beaucoup d'indigènes, mais également des gens qui sont citadins également. Donc on allait à Rio et à Sao Paulo tous les mois, et on a une exposition à Sao Paulo, et il y avait 5 pods différents dans différentes couleurs pour l'immersion. Donc voici c'est Marcelo ici à gauche, il pensait qu'il y avait énormément à faire pour mettre en place. Voilà, c'est le prototype, ça c'est au Royaume-Uni, donc ça c'est le cadre que vous voyez dehors ici dans le lobby. Et voici là, voilà maintenant, voilà les 5 pods. Et c'est vraiment fabuleux, c'est passionnant de voir ça. Et ça commence en quelque sorte à ressembler à une forêt également. La raison pour laquelle donc voilà cette photo, c'est la première exposition. Nous ne voulions pas que les personnes arrivent quelque part et arrivent au pod et que ce soit la fin de on voulait qu'il y ait une expérience théâtrale autour de ça. Donc voilà, c'était vraiment une immersion totale que nous voulions voir. Donc et la raison pour laquelle on voulait cela, c'est que c'était une nouvelle idée. Voilà encore un autre sketch à gauche. Vous avez une introduction, une préparation à ce que vous allez voir, une initiation si vous voulez. Et ensuite au milieu, voilà l'expérience de Phyllis. Et au final, c'est une sorte de débrief. Voilà, donc vous passez à travers ces différentes étapes pour vraiment pour vraiment vivre une expérience, une histoire. C'est pas simplement voilà, mettez ce casque, voilà ce qui se passe. Non, mais en fait ça se passe autour en même temps, avant et après. Donc il y a des composants d'immersion également, et ça c'est un élément important du pod aussi, parce qu'on parle pas seulement de l'expérience de la personne qui a le casque, qui est à l'intérieur, mais c'est également la personne qui est dehors et qui arrive et qui s'est dit mais que diantre, de quoi s'agit-il là? Moi j'ai envie d'entrer là-dedans, et ça c'est en même temps c'est une façon d'ouvrir les gens à l'histoire qu'on va vous raconter une fois que vous êtes dans le pod. Donc voici comment l'exposition a été conçue. C'était un voyage en termes de design. Donc il y avait différents éléments, différents composants, différentes attentes lorsque l'on suit les flèches vertes, il y a des kiosques d'information, des endroits où on vous informe et on vous prépare à ce que vous allez découvrir. Mais c'est conçu comme Disney pourrait concevoir le voyage à travers une expérience Disney, c'est-à-dire on prépare, on crée une anticipation, une émotion, et l'émotion va croissant, va crescendo, et lorsqu'on arrive à l'intérieur, vous avez un master de cérémonies, un MC qui vous reçoit et qui vous amène au pod pour que vous puissiez vivre l'expérience. Avec l'expérience 10 minutes proprement dite, vous avez 1 heure d'apprentissage autour de ça. Emotion, let's say. So definitely the kind of blending cinema and theater at this point.
Donc c'est crucial aussi d'avoir ce dernier moment de discussion potentielle, de débrief, particulièrement si vous êtes Greenpeace, parce que vous voulez vraiment que les gens soient impactés par l'histoire que l'on raconte et avoir également l'opportunité à débattre là-dessus, à échanger autour de cette histoire, de digérer l'information et d'échanger. Et voilà, c'était une histoire qui est vraiment... L'histoire, c'est de vraiment pouvoir... vous avez été témoin de quelque chose, vous n'avez aucun autre choix que d'agir, que de faire quelque chose, et que si vous n'agissez pas, vous êtes implicite dans l'injustice que vous venez de voir, et vous voyez ça dans la mythologie David et Goliath. Voilà, il faut vraiment s'impliquer, et donc on passe de l'histoire de raconter une histoire à l'étape d'après, une fois que vous l'avez vue de façon multisensorielle. Ensuite, vous avez l'opportunité de débattre, d'en parler, d'échanger avec d'autres. Comment est-ce que je peux aider? Que puis-je faire? Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble l'exposition. À la fin, au Brésil, c'était ouvert pour 4 mois. Et l'idée, c'était de vraiment que les gens prennent conscience de ce qui se passait. Et donc, on a travaillé avec un designer d'expérience que Greenpeace Brésil, avec beaucoup de leurs volontaires et de leurs employés. On avait des plantes vivantes qui existent dans l'Amazone. Et vous voyez ici une exposition de photos autour de ça qui se faisait le miroir, le reflet de l'histoire. Avant que vous n'arriviez dans le pod, tous les pods sont sur une carte géante du territoire en question. Encore des images, voilà des photos, voilà donc ça c'est l'intérieur du pod, donc vous voyez là, vous découvrez, voilà, il y a des machines pour générer du vent, pour générer les arômes, les odeurs, c'est des choses qu'on a dû concevoir et voir comment cela pourrait fonctionner. On a dû mettre en place une application parce que c'est très mobile, mais ce n'est pas très bon pour la coordination centrale, donc c'est qui devez déclencher l'expérience et que ce soit une expérience orchestrée, ce n'est pas simplement leur dire bon mais voilà c'est comme ça, regardez ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Yeah, go. So we had some questionnaires going on in Brazil. On a eu des questionnaires qu'on a donnés aux personnes au Brésil qui ont visité. Donc, c'était pas vraiment des recherches scientifiques, il n'y avait pas de conditions contrôlées, mais le sentiment général des personnes, c'est qu'ils nous ont dit que vraiment ils ressentaient quelque chose, qu'ils avaient voyagé eux-mêmes et qu'ils étaient allés voir à la rencontre des peuples indigènes chez eux. Et donc, cela, ils sentaient qu'ils pouvaient vraiment se prendre un rôle dans la lutte des personnes, des tribus de l'Amazone, et qu'ils pouvaient vraiment apporter quelque chose. Et nous pensons que si ça avait été simplement une VR sans les composants multisensoriels, on pense que ça n'aurait pas eu le même impact. Et l'expérience a bien fonctionné à plein d'endroits. On a été au Royaume-Uni, on était au Future of Storytelling à New York, on a eu le prix du public à Sheffield, à Raindance, et voilà, c'est donc la première en Europe qui sera bientôt sur le Royaume-Uni. Donc on est très heureux d'être là et venez voir notre espace. Merci. Je vous ai vu dans le Future of Storytelling. Je n'ai pas su rentrer dans l'espace. Maintenant que la technologie a avancé et que nous avons accès aux esprits, aux sentiments, quand on regarde 15-20 ans à l'avenir, allez, où est-ce qu'on va être? Je pense que c'est intéressant de voir, comme j'ai dit plus tôt, cette utilisation de la technologie, les images, les sons qui évoluent sur 100 ans, et pensant de la définition de la réalité, qui est une expérience du corps entier. C'est pas fou d'imaginer qu'il y aura une variante du cinéma où il y a tous ces pods avec une technologie qui doit encore être développée, où vous serez vraiment complètement en immersion totale. Spielberg vient de faire un film sur ces mondes immersifs. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important sur la manière dont tu utilises les sens pour avoir
la signification, donc les odeurs, mais aussi le goût peut-être éventuellement, et puis tous les sens. Et on pourrait éventuellement faire un téléportage des sens. C'est une des grandes frontières de la science-fiction. Si vous arrivez à toucher à tous les sens de manière qui fonctionne bien avec toute l'information dans votre système nerveux, il n'y a pas de différence entre ce qui est virtuel et vrai, et réel. Donc imaginez qu'il y ait des senseurs, des capteurs un peu partout et d'avoir des mécanismes de transmission. On pourrait être à un endroit, à New York, froid le matin, et les données pourraient aller aussi vite. Donc on pourrait être à un endroit et l'holographe pourrait être reproduit pour vous montrer dans le contexte là-bas. Donc quelques-unes des idées scientifiques qu'on voit au cinéma aujourd'hui depuis un siècle ne sont pas si loin que ça. La question, c'est quelles histoires on va raconter et pourquoi. Ça, c'est plus un débat philosophique, les défis de notre époque, d'une espèce, les défis des créateurs, des réalisateurs et comment on peut utiliser cette technologie pour le bien de l'humanité. Donc on a commencé avec The Fearlies, la collaboration avec l'Amazon pour qu'on soit plus conscient des poumons de la planète. On se demande ce qu'on va faire plus tard, et on était dans beaucoup de festivals VR pour voir comment on pourrait collaborer et créer des histoires qui ont un sens avec ce média. On va passer à la suite. Next one. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you.